Bonsoir tout le monde et bienvenue au Kinographe pour cette rencontre avec Jean-Baptiste Thorey. Jean-Baptiste va introduire ici le film et bien sûr il sera de retour après pour une discussion. Bonsoir à tous, merci d'être venus. J'ai une question que je me pose toujours, quels sont ceux parmi vous qui ont déjà vu Le Solitaire? Ouais, à peu près la moitié d'entre vous. Donc, dans ma courte présentation, je vais essayer évidemment de pas du tout déflorer de quoi il s'agit. Et de vous dire quand même que c'est un film. Moi, ce que je trouve, alors vous savez, il y a un biais critique, ou je sais pas si vous, qui veut que on va toujours chercher dans le premier film un peu la matrice de toute l'œuvre. Hein, c'est quelque chose, en tout cas, que les critiques et beaucoup en France, on adore faire. Tout était déjà là dans le premier film. Quand vous ne savez pas quoi dire dans une revue, dans une émission de radio, vous dites de toute façon tout est déjà là. Et souvent, c'est pas complètement vrai, ou on force un peu le trait. Et là, dans le cas de Michael Mann, ce qui est assez fascinant dans Le Solitaire, donc Siffle, que vous allez voir, vous vous rendez compte, et moi c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant dans la trajectoire de Mann, c'est que c'est quelqu'un qui fait donc son premier film pour le cinéma. Il n'a pas 23-24 ans, Michael Mann, quand il fait ce film-là, il en a 38. Ceci explique aussi peut-être cela, c'est que c'est quelqu'un qui fait un premier film, non pas sur le tard, mais c'est déjà un homme plutôt d'âge mûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vécu, qu'il a eu le temps de réfléchir, qu'il s'est un peu affiné, on pourrait dire aussi bien esthétiquement, du point de vue cinéphile que du point de vue politique. Voilà, il part pas à l'aveuglette. Et quand vous regardez un film comme Le Solitaire, moi, ce qui me frappe, c'est de voir l'assurance et la clarté en fait, qu'a déjà Michael Mann en 81 quand il va tourner ce film-là. Donc évidemment, comme c'est un film qui est déjà très très sûr, on sent que Michael Mann sait où il veut aller, et là où il va aller, parce que quand vous reprenez la filmographie de Michael Mann, donc c'est quand même en 40 ans, 11 films, c'est pas énorme. Hein. Alors après, vous me direz, quand on a fait Hit, Révélation, Miami Vice, on peut se permettre de prendre un peu de temps pour faire ces grands films-là. Mais ce qui est assez fascinant, c'est de voir que si vous prenez toute sa filmographie à venir, parce que là on est au début, au balbutiement, vous pouvez tirer tous les fils de ces films futurs, ils sont tous dans Hit. Tout est là, pour le coup. Et peut-être qu'on en parlera après coup pour ceux qui ont vu, vous avez tous vu tout Michael Mann à peu près, enfin j'imagine que c'est un peu, voilà, c'est un peu ça fait partie de vos bibles. Et vous allez voir combien c'est frappant dans ce film, combien tout est là, mais sous forme parfois embryonnaire. Ouais, vous allez voir, vous connaissez le fameux plan, peut-être le plan le plus connu de Michael Mann, qui sert généralement de couve à 3 livres sur 4 sur Michael Mann, qui est ce plan de Robert De Niro faisant une pause dans son appartement vide à Los Angeles, qui pose son pistolet, qui va vers la vitre et qui regarde l'océan Pacifique, qui est devenu presque une sorte de blason de l'esthétique de Michael Mann. Hein, quand on veut raconter Michael Mann, on prend ce plan-là, et vous allez voir la première fois que Michael Mann travaille ce plan. Il n'est pas encore constitué dans Le Solitaire, mais on sent qu'il l'a déjà en tête. Et tout est comme ça, et c'est ça que je trouve assez prodigieux en fait chez lui. Et dans ce film en particulier, on se dit qu'il a déjà en tête toute sa filmographie. Et évidemment, au fur et à mesure de l'avancée des films qu'il va faire, des succès qu'il aura, de l'avancée technologique aussi, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses que Michael Mann veut faire jusqu'en 95, 99, mais technologiquement, le matériel n'est pas là pour être à la hauteur de ses ambitions esthétiques. Et ça, c'est assez fascinant de voir combien, à partir du début des années 2000, l'arrivée de la vidéo haute définition va le libérer complètement et va faire qu'il va réinventer presque une esthétique, on pourrait dire, du cinéma contemporain grâce à ça. Mais ces idées, il les a déjà au moment du Solitaire. Alors, ce que je peux dire très rapidement, c'est que Mann, donc, il est né en 43. Je raconte toujours, parce que c'est toujours bien de l'avoir en tête, et surtout quand vous allez voir Le Solitaire, c'est que Mann, étant né en 43, il appartient à la génération de tous ces cinéastes qu'on a appelés les cinéastes du Nouvel Hollywood. La génération des De Palma, des Friedkin. Il est un peu plus jeune que William Friedkin, son grand concurrent. Hein, vous savez que ces deux cinéastes qui se sont un peu à la fois qui se respectent, qui s'estiment et qui se sont regardés un peu en chien de faïence notamment pendant les années 80-90, parce qu'ils ont été sur des projets similaires, qu'il y a eu des débats entre eux, Friedkin accusait Mann de lui piquer des idées et vice versa. Ils sont tous les deux natifs de Chicago et ils ont tous les deux vécu à 2-3 rues en fait d'écart, Friedkin et Mann quand ils étaient jeunes. Et donc c'est quelqu'un qui appartient à cette génération de Nouvelle Hollywood. Mais pendant que tous ses copains ou ses collègues, on pourrait dire, ou ses compagnons d'âge et de route font des films et révolutionnent le cinéma américain, j'imagine que vous le savez, lui, il est ailleurs, il est parti à Londres faire des études de cinéma.
Bon, rapidement, qu'est-ce qui se passe? À la fin des années 60, il rentre aux États-Unis et en 71, il va tourner une sorte de documentaire road movie, mais il est déjà un peu déconnecté par rapport au Nouvel Hollywood. Et pendant les années 70, lui ne fait pas de film, contrairement à Scorsese, à tous les autres, à Monty Hellman, à Schatzberg, à Lashby, etc. Lui, il ne fait pas de film. Il va travailler à la télévision comme scénariste. Vous savez sans doute qu'il a travaillé sur les 4 premiers épisodes de Starsky et Hutch. Hein. Alors c'est assez marrant quand on est un peu un manien fou comme moi de se dire oui, mais alors Starsky et Hutch, est-ce que c'est pas déjà De Niro et Pacino dans Heat 30 ans avant? Bon, ça se défend comme c'est faux, mais ça se défend. Et puis dans les années 70, il va travailler à la télévision. Et puis en 79, il réalise un téléfilm qui s'appelle The Jericho Mile. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, c'est Comme un homme libre en français, qui est donc, on pourrait dire, son premier film pour la télévision. Sif est son premier film pour le cinéma. Et donc, suite au succès qu'obtient ce film de télévision, on lui donne sa chance de faire son premier film pour le cinéma, et ça va être Le Solitaire. Alors, évidemment, vous comprenez que quand il fait Le Solitaire, on est en 81. Et dans l'histoire du cinéma américain, 81, c'est la mauvaise date. C'est-à-dire que c'est le moment où le Nouvel Hollywood plie boutique, où viennent de sortir New York, New York, qui n'a pas marché de Scorsese, Sorcerer de William Friedkin a été un four intégral, et tout le monde riait, le film de Peter Bogdanovich, et surtout le film qui va symboliquement enterrer Nouvel Hollywood, sur lequel on pourrait revenir, mais en tout cas c'est comme ça que l'histoire est écrite, à savoir La Porte du Paradis de Michael Cimino. Donc, Michael Mann, cinéaste du Nouvel Hollywood, fait son premier film au moment où le Nouvel Hollywood ferme les portes. Et ça crée dès le départ dans la trajectoire de Michael Mann une sorte de biais, ou si vous voulez, ou d'anachronisme, ou de sentiment de quelqu'un qui est arrivé, mais dès le départ, il est en retard. Dès le départ, il est en retard. Et vous allez voir combien cette espèce de retard biographique de Mann, qui va l'obséder pendant toute sa carrière. Être dans un film de Michael Mann, arriver dans le cadre, c'est être toujours en retard. Et le retard, c'est quelque chose qui caractérise tous ces personnages. Et vous allez voir le personnage principal là, que joue James Caan. C'est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui sort de prison. Il a passé 12 ans en prison. Et moi, je me suis toujours dit que les 12 ans que vient de passer James Caan en prison dans Le Solitaire, c'est les 12 ans qu'a passé Michael Mann hors du cinéma américain dans les années 70. Et donc, il y a une dimension biographique aussi extrêmement forte. Et cet anachronisme, il est passionnant parce que Mann réalise des films trop tard. Alors on pourrait se dire, oui, mais alors catastrophe, pas du tout. Il va se retrouver dans une position un peu extérieure, finalement, comme quelqu'un qui est un cinéaste des années 70 et qui ne réalise pas ses films pendant les années 70. Donc qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste un cinéaste des années 70 ou alors finalement il plie boutique et il attaque les années 80? Pas du tout. Et ça va devenir, à mon avis, même encore aujourd'hui, un des derniers dépositaires du cinéma américain critique, inventif, expérimental, libre des années 70. Et donc il arrive, vous comprenez bien, en 81, à un moment charnière de l'histoire du cinéma américain. Il est pris entre les années 70 finissantes et les années 80 qui arrivent. Autrement dit, il est pris entre 2 décennies qui sont l'une le contraire de l'autre, à peu près. Et comment il arrive à convertir ça? Et vous allez voir, dans le Solitaire, porte la trace. Vous savez, Truffaut disait, mais les films sont les documentaires de leur propre tournage et de leur propre époque, d'une certaine façon. Le Solitaire, c'est ça. C'est quelqu'un qui tente de trouver ses marques entre une décennie à laquelle il appartient, mais au cours de laquelle il n'a rien fait, et une décennie qui arrive et qui, en fait, lui fait plutôt peur, mais l'intéresse aussi. Et vous allez voir comment cet effet de soudure se fait. Dernière chose, cet effet de soudure, il se repère aussi bien. Le film est tourné à Chicago, dans la ville natale de Michael Mann. Il n'y retournera qu'en 2009 lorsqu'il va tourner Public Enemy. Donc là, il tourne chez lui, on pourrait dire, Michael Mann. Et vous savez que la musique est composée par Tangerine Dream, qui est un espèce de groupe à l'époque qui a beaucoup de succès et qui vient de composer la BO de Sorcerer de William Friedkin. C'est presque les débuts des malentendus entre Friedkin et Mann. C'est que dès son premier film, Mann va aller piquer le groupe qui a travaillé avec William Friedkin. Et évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que Tangerine Dream, c'est le son des années 80. C'est le son des années 80, et que James Caan, c'est déjà l'acteur fatigué des années 70. Et quand vous mettez le corps de James Caan en train de marcher un peu fatigué dans le cadre avec la musique de Tangerine Dream, il y a une espèce de truc impossible, une espèce d'alliage un peu étrange qui raconte ce que va être en fait le Solitaire. Voilà, bon, j'arrête de vous saouler, je ne vous en dis pas plus. Très bonne projection. Alors, on se voit après pour échanger pendant le temps que vous voudrez, dans 2h04, si c'est la version non coupée que tu passes. Ouais.
Donc version intégrale, formidable. Voilà, écoutez, bonne projection. On se retrouve tout à l'heure pour discuter, échanger autour du film. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Non, mais peut-être que vous avez, vous, envie de dire tout de suite quelque chose. Il y a une remarque que vous voulez faire avant que je commence à dire des choses ou pas. Est-ce que ce film vous inspire quelque chose Ah, bah voilà. Monsieur. J'ai vu qu'au début du film, c'était inspiré d'un livre. Je voulais savoir s'il y avait la minutie qu'on peut retrouver, par exemple, dans la séquence d'introduction. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que disons que ce qui est assez intéressant avec Mann, mais c'est ce que fait souvent Mann avec le matériau de départ, c'est qu'il n'a pas un immense respect pour le matériau d'origine. Voilà. C'est encore une fois son côté Kubrick. Il prend les romans, il s'en fout, il enlève des pages, il le fera pour La Forteresse Noire. Et là, en réalité, au générique, enfin au scénario, est crédité un certain Frank Oimer, qui avait écrit une série de petits récits en fait sur la vie de cambrioleurs, etc., etc. Et surtout sur la question des home invasions, quelque chose qu'on a souvent chez Michael Mann, la peur de l'invasion en fait des foyers, des lieux familiaux, etc. C'est une des hantises qui traverse son cinéma. Et lui, c'est tout simplement inspiré de 2-3 en fait, situations, tout simplement, et a intégralement écrit le scénario du Solitaire. L'adaptation, en fait, elle n'est pas réelle. Donc, il n'a pas adapté un roman. Donc, la minutie, tout ça, c'est Michael Mann qui va le chercher, parce que c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, depuis les années 70, parce qu'il ne faut pas oublier que Mann, avant de faire le Solitaire, il a donc fait Jericho Mile, qu'il a tourné dans la prison de Folsom en Californie, dans les vrais murs de la prison, avec énormément de figurants qui sont de vrais taulards à l'époque. Là, il a travaillé sur un film qui s'appelle Le Récidiviste, vous avez peut-être vu, hein, Straight Time, un film de Hulu Grobar avec Dustin Hoffman. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu ce film, un film qui date de 78, qui est adapté d'un roman d'Edward Bunker, c'est assez passionnant parce que Mann va beaucoup travailler sur le scénario, va rencontrer Bunker, va faire des recherches dans les prisons. En fait, c'est des recherches qui vont lui servir pendant toute sa vie, en réalité. C'est là qu'il est en contact avec à la fois des cambrioleurs, avec des flics, etc. Chuck Adamson, qui apparaît dans un des rôles du flic dans le commissariat, ça a été le point d'entrée de Michael Mann dans tout le monde criminel et des flics. C'est lui qui lui a présenté aussi bien les voleurs, etc. Ce qui fait que quand vous regardez Le Solitaire, il y a beaucoup d'acteurs dont c'est le premier rôle. Non pas Robert Prosky qui joue le rôle de Léo, hein, c'est pourtant la première fois qu'il apparaît, même s'il est plus tout jeune, mais il s'est amusé à prendre de vrais cambrioleurs et de vrais flics et à leur faire jouer des rôles inverses. Par exemple, celui qui joue le rôle de l'inspecteur qui passe son temps à vouloir arrondir les angles, pour pas dire corruption, pot de vin, il dit qu'il faut savoir arrondir les angles. C'est un type qui s'appelle John Santucci, qui était un vrai cambrioleur, qui a beaucoup servi à Michael Mann comme modèle pour le personnage de Frank. Hein. Et là, il lui donne le rôle d'un flic. Et inversement, Denis Farina, qui joue le rôle d'un des hommes de main avec la moustache, vous vous souvenez peut-être de cet acteur, vous l'avez vu plusieurs fois chez Michael Mann. Denis Farina, c'est Mann le sort, c'est un ancien du FBI, il n'a jamais joué de sa vie. Mann, ça l'intéresse de le faire jouer, et là, il lui fait jouer le rôle plutôt d'un gangster. Donc même dans le choix en fait des acteurs qui n'en sont pas, ils s'amusent à brouiller la frontière. Hein, mais ce sont tous de vrais personnages. Et après la minutie chez Mann, enfin, et là qu'on repère dans le Solitaire, parce qu'il y a quand même 2 séquences qui sont incroyables. La séquence d'ouverture, évidemment, et puis la deuxième séquence du casse de la Banque de Californie qui doit durer 13 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Là, on a vraiment, on pourrait dire, on voit comment est-ce que Mann en fait de la figure du professionnel à ce moment d'abord sa figure clé, c'est ça qui l'intéresse. Et d'ailleurs le titre, on en parlait tout à l'heure, s'appelle Thief, c'est-à-dire c'est même pas un voleur, hein, c'est voleur, c'est presque la fonction qui est mise en avant, comme Scorsese tournait Taxi Driver, c'est pas un chauffeur de taxi, quoi. Il met ça vraiment en avant, et la mystique chez Mann de l'authenticité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui passe son temps à aller voir comment ça fonctionne, passe beaucoup de temps, mais c'est aussi vrai de Black Hat à Public Enemy, en passant par Hit, etc. La matière qu'il rapporte est toujours une matière documentaire. Et dans Le Solitaire, tout est une matière, effectivement,
effectivement documentaire qui a été rapporté soit par les vrais voleurs que vous voyez dans le film, soit par les flics, dont Chuck Adamson, qui est un des personnages clés, qui va aussi bosser sur Heat, puisqu'il faut rappeler que le scénario de Heat, la première mouture en tout cas, est écrite au début des années 70. C'est-à-dire que quand Mann tourne Le Solitaire en 80, il a déjà dans sa tête le scénario de Heat, qui dure déjà 3 heures. Donc c'est intéressant de voir combien tout ça remonte très très loin dans sa filmographie, et c'est à cette occasion qu'il rencontre le fameux Chuck Adamson. Mais la minutie chez lui, elle est importante pour plein de raisons, mais il y a une raison qui me semble à mon avis capitale, c'est que comme Mann fait dès son premier film, James Caan, c'est le prototype de tous les héros des films de Michael Mann, grosso modo, c'est-à-dire le professionnel, celui qui est bon dans ce qu'il fait. Alors, il peut être bon en étant champion de boxe, je sais pas, chauffeur de taxi, tueur à gages, enfin, peu importe. C'est la compétence, quoi. Et l'idée, c'est d'être le meilleur dans ce qu'on fait. Et à mon avis, le personnage de Frank dans Le Solitaire, il a le trajet qu'auront à peu près tous les personnages des films de Michael Mann. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est attaché à 2-3 valeurs cardinales, c'est la liberté et l'indépendance. Il n'y a que ça qui le fait bouger, l'indépendance, mais y compris par rapport aux institutions, par rapport aux moindres collectifs, etc. Si on peut se rencontrer, là, sa réponse favorite, il y a des clubs de rencontre pour ça. Donc on a compris que ce n'est pas un type qui carbure au collectif, c'est l'individu pur et dur, l'indépendance quoi qu'il en soit. Et c'est quelqu'un qui place, on pourrait dire, justement, cette fameuse opposition, si ça vous dit quelque chose, entre ce qu'on pourrait appeler justement un programme vital, être le meilleur dans ce qu'on fait. En gros, je suis ce que je fais, c'est mon travail, c'est mon métier, ça, dans la grande tradition américaine. Et puis qu'il y a un moment, et notamment à cause de la mort d'Okla, Willie Nelson, il y a une faille en fait qui arrive dans son esprit, une faille qui vient du fait qu'il a passé 12 ans en prison, comme je vous le disais juste avant, et que c'est quelqu'un qui se sent en retard. Ça, la grande inquiétude des héros des films de Michael Mann, c'est qu'on est en retard, c'est qu'il manque du temps. Time is luck, je manque de temps. Robert De Niro dans Heat, souvenez-vous, Val Kilmer lui dit mais pourquoi est-ce que tu ne meubles pas un peu cet appartement qui est vide, lui dit mais quand j'aurai le temps. Donc, parce que Mann est comme ça, quand vous rencontrez Michael Mann, c'est toujours quelqu'un qui vous fait comprendre qu'il n'a jamais le temps, mais concrètement. 10 secondes pour lui, vous savez, c'est comme la météo ressentie, quoi. 1 minute chez Mann, c'est ressenti comme 1 heure. Donc il a un rapport au temps qui est, je dirais pas pathologique, mais qui est très particulier, quoi. Et Frank, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, est pris de court, qui est en retard, qui se rend compte qu'il a l'âge qu'il a, qui veut faire le dernier coup, fonder une famille ou autre. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'il se rend compte à un moment que le fait d'être un grand professionnel ne suffit plus. Et en ce sens-là, on pourrait presque dire que le trajet que fait James Caan dans Le Solitaire, c'est qu'il passe du cinéma, on pourrait dire classique américain, au cinéma moderne, d'une certaine façon. Le cinéma classique américain, vous le savez tous, est fondé sur l'idée qu'un personnage, il se réalise lui-même à partir d'actions ou du métier qu'il va exercer. Être meilleur dans ce qu'on est permet d'avoir le meilleur rapport avec l'autre, le meilleur rapport avec une femme, le meilleur rapport avec le monde. Autrement dit, dans la mythologie du professionnel américain, le grand professionnel réalise toujours une sorte d'harmonie entre lui-même et le monde, grâce à son métier. Dans les films de Mann, le problème, c'est que cette espèce d'accord-là ne marche plus. C'est-à-dire qu'on peut être le meilleur dans son domaine, il y a un truc qui manque. Il y a une espèce de vacances, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Et ça, c'est à côté justement de cette espèce de programme vital sur lequel tout le cinéma américain a fonctionné, arrive la question du programme existentiel. Je suis le meilleur dans ce que je fais, mais à quoi bon ? À quoi ça sert ? Et autrement dit, est-ce que j'arrive à trouver une forme de sérénité existentielle ou de rapport harmonique avec le monde ? Réponse non. Et tout le drame des films de Michael Mann, c'est que autant ces mecs-là savent survivre quand ils sont dans leur programme vital, c'est-à-dire que le travail, indifférent à tout, aux autres, etc. C'est tout ce qu'il raconte, la fameuse anecdote avec l'agression du maton. Et d'ailleurs, à la fin, qu'est-ce qu'il redevient James Caan, il redevient ce qu'il était en prison, quelqu'un qui laisse tomber son affect, redevient indifférent à sa femme, à son enfant, à tout ça. En fait, il y a une forme de régression totale. Mais ce personnage-là, à un moment, il se rend compte que c'est pas suffisant. Et tout le problème et dans Heat, pour ceux qui... Vous avez tous vu Heat ? Qui n'a pas vu Heat, ça ira peut-être plus vite. Alors, il faudrait prendre des noms. Il y a quelque chose là, c'est pas normal. Sérieux, c'est pas normal en 2021 de ne pas avoir vu Heat.
Non, mais pour ceux qui ont vu Heat, souvenez-vous du personnage de Robert De Niro, qui est vraiment le descendant de James Caan. Après, on peut parler, est-ce que économiquement c'est le même? Non, parce que James Caan, on comprend bien que la question de la bourse et du placement bancaire, c'est pas son truc. Donc James Caan, il appartient, on pourrait dire, à une époque presque qui a disparu en 81 du capitalisme industriel. Lui, c'est en gros, c'est Henry Ford. C'est presque l'hors-la-loi de l'Ouest encore, James Caan. Je gagne de l'argent, cet argent va dans ma poche. Autrement dit, l'argent n'existe que si je peux l'avoir en main, je peux le compter physiquement, etc. Le Léo, lui, lui propose autre chose. Il est déjà en avance sur le fonctionnement économique du monde. Il lui dit, mais tu peux te faire beaucoup plus d'argent en plaçant en bourse, en plaçant. Mais James Caan, il est d'un autre temps. Et il va le payer évidemment très très cher. Parce que vous avez vu quand même que le retournement final, ce qui provoque tout le massacre de fin, c'est quoi en réalité? Moi, c'est ça qui me fascine toujours quand je regarde Le Solitaire, c'est que finalement, c'est dû au fait que lui se sent trahi, James Caan, alors qu'il n'a pas été volé. Donc, tout le retournement de la fin du Solitaire, c'est pas Léo qui lui a piqué 750 ou 800 000 $. C'est Léo a utilisé, on pourrait dire, à une stratégie économique qui n'est pas la sienne. C'est quand même violent, vu tout ce que va perdre Franck à la fin du film. Hein. Alors que l'autre, d'ailleurs, vous regardez la réaction de Léo, moi j'aime beaucoup ça dans le film, c'est le côté toujours chacun a ses raisons chez Michael Mann. C'est que du point de vue de Léo, la réaction de Franck, elle est incompréhensible. Si on se met de son point de vue à lui. Lui, il a raison, il a un petit truc à faire tourner, etc. Toute la séquence d'humiliation, tout le côté languien, un peu ouvriériste, machinique, avec les cuves, etc. On comprend la réaction de Léo. Et donc tout ça pour dire que le personnage en fait, de Franck, il rentre dans le drame à partir du moment où il veut avoir, on pourrait dire de façon un peu triviale, il veut le beurre et l'argent du beurre. Hein. On n'est plus à l'époque du héros américain qui arrive à réaliser son programme vital et son programme existentiel d'un même mouvement. Ça, c'est fini, parce que les années 70 sont passées par là. Hein, pour ceux qui connaissent un peu les polars de l'époque, dire voilà, Pacino, Serpico, Les Flics dans la nuit de Richard Fleischer, tous ces films-là sont passés par là, jusqu'au suicide, au doute, etc. Mann, il reprend la ligne du professionnel, mais il la reprend pas comme si rien ne s'était passé. Hein, il reprend pas le professionnel de 55 ou de 56. Il reprend le professionnel de 80, qui est un professionnel qui n'arrive plus, justement, qui à la fois est quelqu'un qui a un programme vital extrêmement fort, mais qui veut autre chose. Et c'est en voulant les deux à la fois que le récit prend toujours sa pente tragique, systématiquement. Souvenez-vous, à la fin de Heat, De Niro est prêt à partir avec sa compagne. Qu'est-ce qui fait que le film, en fait, dégénère de son point de vue à lui? Qu'est-ce qui va provoquer sa mort, etc. C'est qu'il a envie d'avoir son programme existentiel, c'est-à-dire partir avec la compagne, quelque part, loin, etc., les îles Fidji. Mais il veut aussi, de façon un peu old school, il veut aussi se venger de celui qui l'a dénoncé. Erreur d'analyse énorme, d'une certaine façon. Et comme il veut les deux à la fois, il va tout perdre. Et ça, c'est à peu près le trajet de tous les héros de Mann, sachant que les héros, évidemment, vont évoluer, puisqu'on peut considérer que Robert De Niro n'a pas du tout un rapport au vol, au cambriolage ou à l'économie qui est comparable à celui de James Caan. Mais James Caan, c'est la matrice de tous les personnages de Michael Mann. Y compris même, on pourrait presque dire, jusqu'à Tom Cruise dans Collatéral. Parce qu'il y a quelque chose qui est remarquable à la fin du Solitaire, c'est le moment où évidemment il va congédier Tuesday Weld et son fils. Et là, qu'est-ce qui devient pendant 2-3 minutes à ce moment-là, James Caan? Il devient une machine, d'une certaine manière. Il fait disparaître l'affect. C'est un des grands sujets des films de Michael Mann, c'est la question de l'affect. La société contemporaine, en fait, elle fait disparaître l'affect, elle nous transforme en des machines déshumanisées, grosso modo. Et là, ce moment-là, on va le retrouver 25 ans plus tard, dans Collatéral. Tom Cruise, c'est une espèce de machine professionnelle de guerre, mais c'est la version pathologique de la fin de James Caan dans Le Solitaire. Pour ceux qui ont vu Collatéral, j'imagine que certains d'entre vous l'ont vu. Et voilà, quoi. Et donc c'est pour ça que voir ce film, c'est intéressant, parce qu'on peut s'amuser à prendre tous les éléments du Solitaire et de voir que Mann, dans les 25 ans, un peu moins qui vont suivre, va tirer quelque chose qui sort de ce film-là. Mais absolument tout. Par exemple, le fameux pacte
Vous savez, dans tous les films de Michael Mann, il y a un moment, il y a ce qu'on peut rappeler un pacte faustien. Mann a été très marqué par l'expressionnisme allemand, par Murnau, par Pabst, par des gens comme ça. Et évidemment que Nosferatu, Faust, sont des films qui l'ont marqué. Et Léo, dans le film, il joue le rôle de Faust. C'est-à-dire que c'est même totalement évident la façon dont il est éclairé. Il est même au moment souvenez-vous du moment où il y a cette rencontre sur le pont. Mann l'éclaire par le bas. On dirait une figure quasi diabolique et faustienne. Et donc la métaphore, elle est évidemment évidente. Et en signant un pacte avec cet homme qui va lui permettre de vivre son bonheur en accéléré, grosse erreur, il va le payer évidemment très cher. Et donc le pacte est quelque chose qu'on trouvera dans tous les films de Michael Mann. Dans Collatéral, c'est le moment où le chauffeur de taxi accepte les centaines de dollars que lui donne Tom Cruise pour remplir sa mission pour une nuit, ce qui va évidemment lancer le film sur sa piste tragique. Et tout est comme ça. Et donc c'est intéressant parce que le personnage le personnage de Léo par lequel le pacte se fait, et pourquoi il se fait le pacte? Parce que le personnage mannien a un moment toujours envie de vouloir accélérer son programme existentiel. Et donc il fait quelque chose qui est contre nature, à savoir, quand je dis il établit un pacte, c'est-à-dire que d'un seul coup il se rend dépendant de quelqu'un, alors qu'il passe son temps à dire qu'il faut être dépendant de personne. Parce que c'est des personnages complexes, les films de Mann. Hein. Et évidemment, en faisant ça, il perd. Et ce qui est très très beau, c'est que il y a pour moi un des plus beaux moments du film, c'est un moment assez violent lorsque Belushi, Barry, son compagnon, est tué. Et donc on voit le corps de Frank par terre. Et à ce moment-là arrivent Léo et sa bande. Et là, c'est l'envers, on pourrait dire, ouvriériste du capitalisme. Jusque-là, c'était très sympa, tout va bien, on a des avocats, tu veux un gamin, etc. D'ailleurs, regardez comment est-ce que, très intelligemment, le récit organise l'achat du gamin. C'est parce que le centre d'adoption, au nom de principes extrêmement rigides, ne lui permet pas, pour des délits de provenance, le temps qu'il a passé en prison, d'avoir l'enfant. Ce que nous dit le film de Michael Mann, c'est que c'est la rigidité de l'institution américaine qui fait qu'on va se mettre à pactiser avec un homme qui va louer un gamin. C'est intéressant, on pourrait dire la chaîne des causalités dans le solitaire. Et donc vous vous retrouvez avec cette scène à la fin, avec la scène des cuves. On a eu le côté chatoyant. Il a l'air d'un pater familias plutôt sympa, Léo. Hein. Il vit une petite vie de banlieue, en banlieue de Chicago. Il a une femme, son petit canapé, il lit le journal, il a des charentaises. C'est pas Scarface, quoi. Il flambe pas, c'est pas grand-chose, c'est une petite entreprise, quoi. Et à ce moment-là, donc il a l'air plutôt sympathique, tout se passe extrêmement bien, il est très très chaleureux avec James Caan. Et puis évidemment, le problème c'est que quand on a signé un pacte avec Faust, il y a un moment il faut qu'on voit l'envers de ça. Et l'envers, Mann le signifie très précisément, je ne sais pas si vous vous souvenez, par le visage de Léo qui rentre dans le plan en contre-plongée. Il a la tête cette fois à l'envers. Tu as vu une première partie du visage, il était à l'endroit. Maintenant je te montre l'envers du capitalisme et du pacte qu'on a signé tous les deux. Et tu n'es qu'un rouage, avec cette espèce de diatribe terrible qui sort à propos de sa femme. Je loue ton fils, tu m'appartiens, etc. Et ta femme, je peux la mettre sur le trottoir, c'est un déchet, etc. etc. La violence, toujours chez Michael Mann, hein, c'est comment est-ce que le capitalisme de cette société-là, qui va décrire dans les années 80, 90, 2000, a toujours une apparence publicitaire, chatoyante, fascinante, sympathique. Et puis quand on en montre l'envers, c'est une espèce de brutalité totale. Enfin, Tom Cruise dans Collatéral. Tom Cruise, il est hyper cool, hyper sympa, costume Armani, il est en gris, il s'exprime bien, il est cultivé. Et à la fin, c'est Terminator, machine de guerre ensanglantée. Mais c'est le même. Si ce n'est qu'on a montré le visage caché de ce qu'incarne Tom Cruise dans Collatéral, à savoir le vide du capitalisme. C'est ça, hein, Tom Cruise dans Collatéral. C'est un des films pour moi les plus brillants sur la critique du capitalisme, c'est Collatéral, qui se présente comme un petit film sympathique, un tueur à gages, une nuit, pas du tout. Ça, c'est le cheval de Troie. Derrière, c'est un truc incroyable. Et donc, ce moment dans le solitaire, c'est le moment qu'on va retrouver dans tous les films de Michael Mann. Moi, mon idée, quand je vois les films de Mann, c'est que j'ai toujours le sentiment que le personnage, il rentre dans le film en aveugle, c'est-à-dire qu'il croit qu'il a compris les codes et les règles du monde dans lequel il vit. Il vit là-dedans depuis 20, 30, 40 ans. Il croit qu'il sait, qu'il maîtrise. Et au milieu du film arrive une séquence qui lui explique une espèce de retournement, un essai d'effet parallaxe, si vous voulez, une séquence qui lui explique, mais en fait, tu n'as rien compris. Hein, le monde dans lequel tu vis, voilà ses règles. Autrement dit, la plupart des films de Michael Mann, les personnages subissent un moment presque d'opération des yeux, quoi.
et du cerveau, mais qui est une opération aussi bien politique qu'existentielle. Tu croyais que tu savais pas. En fait, tu étais aveugle. Et quand on est devant un film de Mann, les films de Mann, c'est des films qui nous apprennent à voir, à regarder. Parce que Mann part du principe qu'on est tous en fait dans un monde qu'on ne comprend pas, ou très mal. Ça n'empêche pas d'avoir des convictions, des opinions, etc. Mais en fait, on ne comprend rien. Et Mann, un de ses grands trucs, c'est toujours de procéder on pourrait dire à l'analyse de ce monde-là, hein, et décortiquer comment il fonctionne, avec une idée, parce que c'est quand même, il a un fond très marxiste, il vient des années 60, Michael Mann, cette idée que tant que tu n'as pas compris les rapports économiques dans le monde, tu n'as pas compris le monde. Vois d'abord comment ça marche économiquement. Et là, tu verras les rapports entre les gens. Et tous les films de Michael Mann sont des petits précis d'analyse économique avant de passer à l'analyse politique. Et là, il comprend dans Le Solitaire que le monde dans lequel il a vécu était un monde en voie de disparition, obsolète. Et cette espèce de séquence où Léo apparaît tête bêche, enfin tête retournée, c'est le moment du retournement du film. Et là, il découvre la réalité du monde dans lequel il a vécu pendant 1 heure, mais la réalité sordide, violente, etc. Dans Révélation, qui a vu Révélation parmi vous ? Ouais. Et alors, quelle est la séquence du basculement dans Révélation, pour ceux qui l'ont vu? Pardon? Non. Ah non. Il y a une séquence qui est assez longue dans Révélation qui change intégralement la première partie du récit. Fait que le film bascule littéralement. Je suis sûr que vous savez. C'est la séquence au cours de laquelle, première partie du film, dans Révélation, un homme tente de faire parler un autre pour tout simplement mettre aux yeux de tous et diffuser à la télévision un scandale de l'industrie du tabac. Bon. Donc là, le film date de 99, donc Al Pacino, dans le film, lui, c'est Bob Woodward, homme du président. Dire à l'ancienne, années 70. Hein. Donc on avance, on a des enquêtes, on a une position extérieure au système, avec les preuves on l'attaque, triomphe du journalisme, quoi, d'une certaine façon. Et puis arrivé au milieu du film, là Pacino il est pépère, c'est une star du journalisme, etc. Il pense qu'il est à l'heure, lui, du monde. Il pense qu'il est à l'heure de la contestation, du journalisme, etc. Et au milieu du film, il y a un rendez-vous avec les avocats de CBS qui lui disent alors qu'on est à 2 doigts d'être diffusion de ce fameux reportage sur l'industrie du tabac, c'est un peu comme si on était à 2 doigts du scandale du Watergate, quoi. Et donc, oui, ok, maintenant c'est bon, il n'y a plus qu'à diffuser, on passe à une autre affaire. Et là, rendez-vous avec l'avocate de CBS, donc l'empire médiatique dans lequel lui travaille, qui lui explique que ça ne va pas être vraiment possible de diffuser ce reportage, avec évidemment cette vérité, cette phrase « plus c'est vrai, moins c'est possible de diffuser », évidemment, le reportage. Alors là, et Al Pacino, qui est quand même un vieux routard du journalisme, d'enquête, militant, etc., son monde s'effondre, mais en l'espace de 3 minutes. Et il comprend le séisme. Et c'est là qu'il a cette phrase, il dit « Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? C'est Alice au pays des merveilles. » Mais ouais. Et en fait, il comprend ce que c'est que les films de Michael Mann. C'est que tu vis d'un certain côté du monde, et puis un jour, tu as une séquence Terrier, et tu arrives de l'autre côté, et tu te rends compte que le monde qu'il connaissait, en fait, est complètement à fond renversé, sans dessus-dessous. Et là, il se rend compte qu'il pensait être une star plutôt, ayant les codes, les motifs, à succès, qui arrive à faire son travail, etc. Et en 2 minutes, le film le démode. Il lui dit, mais en fait, tu es complètement en retard. C'est plus du tout comme ça que ça marche. Toujours par une analyse économique, évidemment. Et moi, ce qui m'amusait, je ne sais pas si vous connaissez un peu le cinéma américain des années 70 et les films dossiers, moi j'ai toujours pensé que Révélation était construit en 2 parties, comme souvent les films de Michael Mann. La première partie, c'est les aveugles qui croient voir le monde. Deuxième partie, les aveugles auxquels on a révélé la vérité du monde et qui tentent de s'en sortir. Voilà, c'est toujours à peu près ça. Et dans Révélation, on a un sentiment que la première partie, c'est les hommes du président. Pour ceux qui l'ont vu, vous avez tous vu les hommes du président ? Ouais. Allez, tout le monde a vu. Ouais, bon, disons demain, l'affaire est réglée. Vous avez tous vu les hommes du président. Et au milieu du film, ça devient Parallax View d'Alan Pakula, pour ceux qui l'ont vu. Chef-d'œuvre absolu à cause de l'assassinat. Et ces 2 films qui sont réalisés à peu près au même moment, milieu des années 70, l'un est sur une conception plutôt ancienne de la lutte face à un système, peu importe qu'il soit politique, médiatique ou économique, et l'autre nous explique d'un seul coup que ce système-là, la façon de s'opposer à lui, en fait, a complètement changé, et qu'on est passé, on pourrait presque dire, de quelque chose qui est de l'ordre de la pyramide, et il suffit de toucher le haut de la pyramide pour que tout s'effondre, à un système qui obsède Michael Mann, qui est la question du réseau.
Et le réseau, c'est beaucoup plus dur à combattre, puisque tout rouage est en même temps un centre. Hein, et on ne sait jamais les périmètres du système. Et c'est ce que raconte évidemment Révélation et Miami Vice. Hein, pour ceux qui ont vu ce chef-d'œuvre qui est Miami Vice, la séquence évidemment géniale, après à la toute fin de la séquence de la Havane, quand Gong Li dit à Colin Farrell, pareil, lui il comprend rien, mais il est comme nous. Hein. Chez Mann, ne rien comprendre, c'est notre état au monde. Hein. Et lui, faire des films, c'est juste qu'on essaie d'ouvrir un peu les yeux, juste comprendre comment ça marche. Et dans cette séquence de Miami Vice, ce qui est assez formidable, c'est qu'après le grand moment un peu paradisiaque, un peu presque hors du temps et hors du monde de la Havane, ils se baladent tous les deux, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il y a évidemment Gong Li qui calme un peu les ardeurs de Colin Farrell, qui pense qu'il a trouvé un endroit hors du monde où on peut s'extraire du flux, et lui dit, mais regarde, qu'est-ce que tu vois autour de toi, et tout ce que tu vois autour de toi appartient à un type qui est en gros l'homme du cartel. Autrement dit, il pensait être sorti du système, il se rend compte qu'il est dans un monde qui appartient en réalité à l'homme ou au monde qui voulait fuir. Et ces effets, on pourrait dire, presque de dépucelage existentiel et politique, ils sont dans tous les films de Michael Mann. Parce que je pense que, c'est pour ça que j'aime bien le titre français de Révélation pour une fois. Parce que The Insider est un titre qui est politiquement beaucoup plus intéressant, hein, alors que Révélation, c'est l'opération des films de Michael Mann. Et dès le solitaire, ce qui arrive à James Caan dans le film, c'est la révélation en fait, du monde dans lequel il vit, qu'il croyait connaître et comprendre, et qu'il ne connaissait pas et qu'il ne comprenait pas. Et ça, ce qui fait d'ailleurs des films de Michael Mann, on parle souvent de la question politique de Michael Mann. On se dit, est-ce que c'est un cinéaste politique ? Bon, réponse évidemment oui, tous les cinéastes sont politiques. La question, est-ce qu'ils ont une vision intéressante, etc. Et ce qui est assez fascinant chez Mann, c'est que chez lui, là, on pourrait dire que le personnage vit toujours une forme d'émancipation qui peut être très violente. Hein. Je veux dire, comprendre le monde, ça peut être tragique. Hein, mais c'est toujours une forme d'émancipation en fait personnelle et existentielle qui se double toujours d'une émancipation politique. Autrement dit, il n'y a pas de réalisation au niveau presque personnel ou métaphysique ou existentiel si on ne comprend pas politiquement en même temps le monde. Ce qui fait que chaque film de Michael Mann, c'est toujours à la fois une leçon existentielle, qui est à peu près toujours la même, et une leçon politique en même temps. Et j'aime beaucoup la façon dont la politique arrive dans ces films, de façon toujours extrêmement discrète. C'est pas une vision qui préside au film, c'est pas une thèse qui nous balance au début avec des gens qui vont l'incarner pendant 1h30, 1h45. Ça arrive toujours de façon parfois inattendue, imprévisible. Et c'est pour ça que les films de Mann sont des grands films politiques dans le sens où ils nous apprennent à mieux comprendre, me semble-t-il, le monde, parce qu'on a suivi avec les personnages cette espèce de mouvement-là. Et la trajectoire de James Caan dans Le Solitaire, elle anticipe toutes les trajectoires de tous les films de Michael Mann, mais même Johnny Depp dans Public Enemy. Vous avez tous vu Public Enemy, ou la plupart, j'en sais rien. Vous devez débattre sur Johnny Depp, il est bon, pas bon, il est endive, pas endive et tout. Peu importe. Ce qui est intéressant dans Public Enemy, c'est que vous vous rendez compte que le film, il est lui aussi construit en deux parties. La première partie, est construite du point de vue du succès de John Dillinger. Il est en avance sur tout, il a des voitures qui pompent plus vite, il a de meilleures armes, il prend de vitesse tout le monde. Voilà, c'est un film sur la vitesse, c'est quand même un sujet qui intéresse beaucoup Michael Mann. Et puis il y a une séquence au milieu du film, dans Public Enemy, après son évasion du pénitencier de l'Indiana. Il va revoir un de ses anciens collègues qui lui explique, mais tu sais, le temps que tu as passé en prison, on s'est complètement modernisé, nous. C'est-à-dire que maintenant, voilà, on a des bookmakers, et toi, ce que tu vas gagner en faisant 3-4 braquages qui en plus amènent la lumière sur les hors-la-loi, nous maintenant, on veut être des gens normaux. On veut ouvrir des petites entreprises. Le monde des malfrats, c'est fini. Les coups d'éclat, Robin des Bois, Bonnie Parker, tout ça, c'est fini. Et lui dire, regarde, nous, ce qu'on arrive à gagner. Et donc, on voit une petite entreprise de gens qui font des paris. Il n'y a plus aucune différence, évidemment, chez Mann, à ce moment-là, entre la structure mafieuse et la structure capitalistique, puisque l'un devient l'autre. Hein. Et il dit, mais toi, donc, tu es un homme du passé. On n'a plus besoin de toi, mais même il faut que tu dégages parce que ça pose beaucoup de problèmes. Tu amènes la lumière sur nous, etc., etc. Et cette séquence-là clé fait qu'en 3 minutes, Johnny Depp, qui était plutôt l'homme en avance, qui était le Robin des Bois célébré, à succès, qui avait la maîtrise du temps et du monde, après cette séquence, Mann va refaire le même film que la première partie du film, mais cette fois, il va faire le film du point de vue du retard du personnage. Et là, Johnny Depp est dépassé en permanence partout.
Et donc, quand vous regardez la façon dont il est structuré le film, c'est hyper intéressant, parce qu'il fait 2 fois le même film. Il fait la première fois le film du point de vue de l'avance, on pourrait dire, de John Dillinger, qui est une avance technologique d'ailleurs. Et ensuite, il fait un deuxième film, qui est le même, mais du point de vue du retard technologique de Dillinger, ce qui va conduire évidemment à sa fin. Et ça, on pourrait comme ça multiplier les exemples. Et c'est pour ça que chez Mann, qui est aussi un grand scénariste, parce que ça, ce que je vous raconte, c'est des trucs de grands scénaristes, hein, et de dialoguistes aussi, mais de grands scénaristes, à qui il a une capacité à travailler la structure de ses films de façon, si vous voulez, très dialectique, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours extrêmement intéressant de voir comment sont écrits. C'est pour ça que je vous parlais de l'enchaînement des événements dans le solitaire, parce que c'est redoutable du point de vue de l'analyse politique et économique. C'est vraiment redoutable. On voit la façon dont son fond marxiste est là. C'est un élève d'Herbert Marcuse, hein, quand même, Michael Mann. Il a été compagnon de la nouvelle gauche américaine. Il connaît tout ça par cœur. Et puis, c'est des cinéastes qui étaient aussi des gens qui, politiquement, étaient engagés dans les années 70. Ce qui, par moments, nous semble peut-être un peu lointain. Mais c'est quand même quelqu'un qui a un héritage politique extrêmement fort et qui voit comment tout ça résiste ou pas, d'ailleurs, aux années 80, 90, 2000, etc. Pardon pour cette réponse un peu longue. Cette fois, je suis un haïku. Monsieur Torret, on voudrait juste savoir dans le film, comment est-ce qu'ils ont fait, ça c'est pas montré dans le film, pour descendre tout le matos en fait. Écoutez, moi je suis pas cambrioleur professionnel, hein. Je veux dire, ah non, mais ça j'aimerais savoir, ça, je m'y intéresse récemment, ça commence à m'intéresser. Non, mais oui, mais après, bon, vous savez, après, ça s'appelle la licence poétique. Hein. Vous avez vu du Refuge chez les hommes de Jules Lassin. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est pas. Vous avez vu des films de Melville où rien ne marche dans le détail et tout marche en réalité. Vous voyez. Mais non, mais je comprends. Mais encore une fois, pareil pour le chalumeau, tout ça, je maîtrise pas totalement. Je ne sais pas si c'est vrai qu'avec ce type de chalumeau, on arrive à percer un coffre. Je crois. Et en fait, je vous dirais que oui, parce que je pense que Mann est tellement un maniaque de l'authenticité. Et je dirais même que par moment, mais vous savez cette anecdote je pense à autre chose, mais de Robert De Niro lorsqu'il tourne Les Incorruptibles de Brian De Palma. De Palma qui s'en fout un peu de tout ça, c'est autre chose qui l'intéresse. Et De Niro lui dit, mais pour pouvoir bien jouer Al Capone, etc., il faut que j'ai des caleçons en soie. Et De Palma lui dit, mais on les voit jamais, t'es jamais en caleçon. Mais c'est pas grave, j'ai besoin d'avoir des caleçons en soie. Et Mann, cette espèce de l'authenticité qu'il cherche à chaque fois, par exemple dans Public Enemy, il va tourner vraiment la séquence de l'évasion dans la vraie prison de laquelle s'est échappé John Dillinger. Il va à Chicago, parce que Dillinger est mort à Chicago, il va tourner la mort de Johnny Depp sur la dalle exacte. Hein, et donc Johnny Depp était pris dans le délire de Michael Mann en disant mais j'ai ressenti John Dillinger quand mon visage est tombé sur le macadam. Bon, peu importe. C'est qu'on se rend compte qu'il y a chez Mann une espèce de mystique de l'authenticité. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui à la fois est du côté de la technologie numérique, de la dimension spirituelle, et en même temps très attaché à la véracité de tout ça. C'est pour ça que je ne sais plus avec qui j'en parlais tout à l'heure, mais Mann pendant longtemps était assez réfractaire quand on lui parlait des références cinéphiliques de ses films. Et pendant des années, dès que les gens voyaient Michael Mann, et surtout en France, ah oui, alors Jean-Pierre Melville. Et il n'en pouvait plus d'entendre parler de Jean-Pierre Melville. Non pas qu'il n'aime pas Jean-Pierre Melville, évidemment, mais il y avait cette espèce de raccourci selon lequel, quand on a vu le samouraï, le cercle rouge, un flic, on a compris d'où viennent les personnages de Mann. Superficiellement, c'est vrai, mais dans le fond, c'est un peu idiot. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi est-ce que Mann trouvait ça... parce qu'en plus il n'hésite pas à vous le faire comprendre, il trouvait ça si superficiel et idiot de dire un truc pareil. C'était pas un problème d'ego de quelqu'un qui dirait je n'ai aucune référence, pas du tout. Je pense que quand on voit les films de Michael Mann, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une histoire du cinéma américain, qui en a parfaitement conscience, Fleischer, mais le cinéma expressionniste, enfin il y a plein d'exemples, Bullitt, comme ça, très très précis. Et en fait on a surévalué en fait, on pourrait presque dire l'importance de Melville pour Michael Mann. Or, Michael Mann, ce qui l'intéresse, lui, dans cette question de l'authenticité, c'est de partir, il l'a toujours dit, à la recherche, à la source de vrais gens. C'est ça qui l'inspire au départ. Et il croit que plus le truc est vrai,
a vraiment eu lieu, hein, d'où son espèce de perfectionnisme fou, hein, plus il y a une sorte, il y a presque un rapport mystique qui va arriver dans le film. Et par moments, jusqu'au perfectionnisme fou, parce qu'on peut très bien se dire, comme l'anecdote de Robert De Niro, quel est l'intérêt d'avoir un tel degré de véracité ou d'exactitude historique, quand en réalité les acteurs n'ont pas forcément à le jouer. Par exemple, il avait donné à Johnny Depp, au moment de Public Enemy, John Dillinger, comme il avait fait avec Tom Cruise dans Collateral, 300 ou 400 pages qu'il avait lui-même écrites sur la vie de ces gens-là avant que le film ne commence. C'est hyper intéressant. D'abord, ça montre quelqu'un qui joue dans une catégorie en fait un peu particulière, hein. Et en même temps, on peut penser que lui, Mann, ça lui a servi, dans ce qui lui permet par moments dans des films de faire reposer des choses importantes sur un détail, une ellipse, un geste, parce qu'il maîtrise tellement le personnage, il l'a tellement travaillé, et l'acteur avec lui, qu'il peut faire confiance à la mise en scène ou à un détail. Vous voyez, il n'a pas besoin d'avoir un scénario. Quand vous voyez un film de Mann, tout se joue très souvent sur des petits détails. Moi, je pense à la séquence vous regardez la séquence de Miami Vice lorsqu'il rencontre la première fois le Manitou du cartel. Il rentre dans cette de grande voiture, un peu limousine avec lui. Il y a un détail qui est qu'à un moment, lors de la conversation entre Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li et son compagnon, Colin Farrell, lui, se braque sur un truc qui est une montre en diamant. Et qu'est-ce qu'il remarque? Que elle et lui, en face, ils ont la même montre. Bon, et tout est dit. Ça, c'est l'art mannien de la mise en scène. C'est-à-dire qu'avec le détail, si on part du principe que tout grand cinéaste est un cinéaste du regard, avec le fait que Colin Farrell ne regarde pas la même chose que son compagnon qui lui est braqué sur la question du braquage, du fait de vouloir tenter d'arrêter ces gens-là, il reste très professionnel. Il y a quelque chose chez Colin Farrell à ce moment-là qui fait qu'il ne regarde pas la même chose que son copain. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas le deal, combien, les transporteurs, où on va se faire livrer, etc. Il y a un détail qui happe son attention, c'est la montre, et il constate qu'il y a deux montres similaires. Il ne le dit pas, c'est jamais formulé, etc. Mais tout est raconté. Il y a une économie de moyens chez Mann, qui pour moi est la marque des grands cinéastes, qui est absolument prodigieuse, si on veut. Et là, dans Le Solitaire, c'est rempli évidemment de détails comme ça. On pourrait parler du collage photographique, qui est là aussi, qu'on va retrouver dans tous les films de Mann, les îles Fidji dans Hit, les Maldives dans Collateral. Vous vous souvenez de cette espèce de carte postale, voilà, cette idée toujours du mirage à portée de main, enfin, et tout est déjà en fait, est déjà dans le Solitaire. Et puis, il y a ce plan océanique, je vous l'ai dit au tout début. Est-ce que vous avez trouvé la matrice du plan océanique? On dit, c'est quoi le plan océanique? Non, dans Le Solitaire, le fameux plan dont je vous parlais de De Niro face à sa vitre, de Colin Farrell dans Miami Vice, de Russell Crowe dans Révélation, etc. Ce qui est devenu le plan, la signature des films de Michael Mann. Vous voyez, même d'ailleurs, je trouve ça parce que... Non, c'est quand dans les films de Mann, un personnage s'absente ou s'abstrait du monde 2, 3, 4, 5 secondes et a le visage ou le regard tourné vers une espèce d'horizon océanique, l'océan Pacifique, le golfe du Mexique, enfin peu importe, qui donc est un moment qui est à peu près dans tous les films de Michael Mann, parfois décliné différemment. Dans Black Hat, c'est vers le tarmac vierge de l'aéroport. Bon, et là, oui, voilà. C'est un plan qui est génial, ça, parce que d'abord c'est une séquence qui dans certaines exploitations du film a été coupée. Parce qu'il va voir, c'est un vrai bluesman, entre parenthèses, le personnage qui joue le rôle du pêcheur. Et vous voyez, ça, c'est caractéristique, alors c'est un petit détail, mais cette séquence-là, elle raconte énormément de la façon dont Mann va commencer à travailler justement le vital et l'existentiel, l'intime et la fiction du genre, qui va exploser dans Hit. Dans Hit, ça dure 3 heures parce qu'il y a 1h30 de film de genre, et puis il y a 1h30 de problèmes de couple. Hein, et on passe comme ça de l'un à l'autre, etc. Et on voit que cette séquence du lac, qu'est-ce qu'elle a comme justification du point de vue du genre? Absolument aucune. Par contre, c'est exactement comme l'épisode pilote de Miami Vice, pour ceux qui s'en souviennent. Vous avez tous vu la série un peu Miami Vice? Vaguement. Bon. Le pilote, à la fin, avant qu'ils aillent régler leur compte à un malfrat, il y a Mann qui va révolutionner l'écriture télévisuelle avec un moment de 5 minutes, musique de Phil Collins, où il ne se passe rien du point de vue du récit, mais plan de la voiture,
déjà les plans de Collatéral qui sont là. 20 ans avant, il a déjà filmé Collatéral. Il a les plans de voiture et les gens, et ces deux personnages vont juste à une zone portuaire. Il ne se passe rien du point de vue du récit. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, quoi il révolutionne l'écriture télévisuelle? C'est que d'un seul coup, il creuse cette espèce de récit et la vie de ces gens-là d'une profondeur existentielle, d'un doute, uniquement en arrêtant l'action et en s'intéressant, on pourrait presque dire, à leur intériorité. Ce qui est à l'époque révolutionnaire. Et Mann, qui est toujours un type très très malin, a conscience de ça et il fait passer la pilule par Phil Collins. Mais dans le pire des cas, ceux qui ne comprennent rien se diront c'est MTV pendant 4 minutes. Évidemment, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand la séquence du lac, juste après le cas, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce personnage-là, on ne le reverra pas. Oui, bon, je vais manger des donuts au bord du lac Michigan, etc. Non, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le moment où il a besoin de contrebalancer son moment du programme vital où il a été génial. Le cas, ça a fonctionné. Ouais, mais bon, et après? Donc ce moment un peu presque d'arrêt, de moment de quiétude. Il va voir un type, il lui parle, et puis il est devant le lac et il dit « It's magic ». Et on voit bien que c'est quelqu'un qui ne peut pas, en fait, on pourrait presque dire que entre les diamants volés dans la séquence d'ouverture et cette phrase « c'est magique devant le lac Michigan », tout est dit. Les diamants volés, c'est le programme vital. J'amasse de l'argent, je suis très très bon dans ce que je fais. Mais il y a quelque chose qu'il travaille, ce type-là, c'est qu'il est devant le lac Michigan et il dit « It's magic ». Alors, c'est pas le même bonhomme. Ou alors, il y a une skise en lui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'appelle. C'est-à-dire qu'il a un désir qui n'est pas assouvi. Il y a un désir de spiritualité chez Michael Mann, presque de mysticisme, d'une certaine façon. C'est quelque chose qui l'obsède. C'est où le sacré dans le monde moderne? Quand on est toujours pris entre des enseignes, des buildings, des McDo, Zara et les flux autoroutiers. Et lui, c'est en ce sens-là que ça n'en fait pas un vieux con. C'est que c'est quelqu'un qui se dit bah oui, mais bon, les paysages sauvages, l'Ouest, tout ça, effectivement, ça a été domestiqué, le territoire a été normé, les parcs nationaux, le monde est devenu tout petit. Alors, plus dans les films de Mann on avance, plus on se déplace d'un endroit à un autre du monde en 4 secondes. Ce qui est la preuve que pour Mann, cette espèce de mondialisation qu'il a documentée depuis 30 ans fait que le monde est devenu rikiki. C'est plus rien du tout. Mais le problème, c'est que l'homme, lui, il a besoin de ses tropiques à lui, quoi. Il a besoin d'utopie, il a besoin de se dire mais il n'y a pas un endroit hors du monde qui est le même. Le monde, en gros, globalisé, capitaliste, sans affect, de l'accélération, sinon on coule. C'est pour ça que c'est des films géniaux sur notre époque. Et indépendamment du fait qu'on soit voleur ou chauffeur de boxe, attention. Et je pense que ce moment, ce désir de spiritualité, il arrive là dans le solitaire. C'est très court, on voit bien que c'est encore un work in progress, mais il a besoin de filmer cette séquence en disant, le personnage, il y a déjà une sorte pas de schizophrénie, mais il a 2 désirs qui, à un moment donné, lui va tenter de rendre compatibles, mais qui vont devenir incompatibles. Il a un désir, voilà, voler des diamants, je suis bon dans ce que je fais, ça c'est le cinéma classique américain, mais il est devant le lac Michigan, et là il a un désir d'ailleurs. Et donc ce plan, où il est devant ce lac-là, prépare le fameux plan de Heat, très très connu, dont je vous ai déjà parlé, de Robert De Niro, devant la vitre. C'est le moment de l'inquiétude existentielle, où on se pose des questions toutes bêtes qui sont « Est-ce qu'il y a encore du sacré? Est-ce que j'avance juste pour amasser du fric, des diamants et des pantalons? Est-ce que c'est ça ?» Ou alors il y a quelque chose d'autre. Et le cinéma de Mann, il tient toujours entre d'un côté la critique radicale de la société de consommation capitaliste, on pourrait dire, et en même temps la reconnaissance que cette société-là, elle est en même temps fascinante. La publicité, les Ferrari, les avions, les bateaux-cigares, la pub, c'est fascinant. Et pour moi, le génie de Mann, c'est tenir toujours en même temps ces 2 choses-là. Contrairement à beaucoup d'autres, je pense à un cinéaste comme Ferrara, qui font de la critique pure et dure. Mann, il dit non, vous ne comprenez pas le monde, on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on est si on ne prend pas en charge la part fascinante ou séduisante de ce monde qu'on va par ailleurs critiquer. Début de Miami Vice, pour ceux qui s'en souviennent, tout début du film, quasiment, on a cette espèce de limousine ultra clean, dont sortent des femmes en mannequin, musique techno, c'est une publicité. Et Mann a fait de la pub, et ça l'a beaucoup intéressé de faire de la publicité. Parce qu'il se dit, le monde dans lequel on vit est un monde publicitaire. Et donc la publicité n'est pas une image à évacuer comme c'était une image impropre. Il faut la travailler.
Il faut la prendre telle qu'elle est et en montrer l'envers. Et il est un des seuls dans les années 80 à comprendre ça. Alors que beaucoup se braquent contre la pub, contre la télé, etc., etc. Lui, il dit non, mais notre monde, il faut qu'on prenne cette image publicitaire. Et au début de Miami Vice, on voit cette image de pub d'abord, avec que des gens voilà, en costume, la blanc, parfait, la limousine, ces mannequins qui rentrent dans la boîte. Séquence suivante, l'envers de ça, ces femmes, ce sont des prostituées qui ont des numéros et pas des noms. L'une est un peu malade, c'est un déchet, elle va se faire tabasser, il faut l'évacuer. C'est-à-dire qu'il y a une immense brutalité chez Michael Mann dans sa description, en fait, toujours des dessous du capitalisme. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que Tom Cruise dans Collateral est vraiment le personnage de ce point de vue-là où Mann est allé le plus loin dans cette description-là. Tom Cruise, on a presque l'impression, je pense à des films comme Marathon Man. Vous connaissez tous Marathon Man. Bon, Marathon Man, Laurence Olivier, Zell dans le film, etc. Bon, il écoute du Wagner, il porte des super chemises et puis derrière c'est un barbare. Donc, il y a beaucoup, ça c'est quelque chose que Mann a retenu quand même des années 70. Et Tom Cruise, c'est un type cultivé, intelligent, qui a vraiment, on pourrait presque dire, qui a d'un point de vue culturel et intellectuel, qui a tout en fait l'appareillage pour et qui va se transformer en une espèce de machine sanglante carnassière. Et il est évidemment à ce moment-là le symbole du capitalisme. Et donc tout ça pour dire que ce moment It's Magic dans le solitaire est le moment presque de la première occurrence de ce qui va devenir une quête centrale chez Mann, de sortir du monde, de retrouver du sacré, etc. etc. Mais là où, à mon avis, il est original, c'est qu'il n'essaie pas de nous dire, c'est pas Into the Wild. Je dis ça comme ça, c'est-à-dire pour ceux qui l'ont vu, c'est pas reprends un bus Volkswagen, mets des fleurs dessus, puis retourne vivre l'expérience hippie. Non, il est un peu plus à l'heure que ça, Michael Mann. Il nous dit non. Je veux dire, la sauvagerie, la spiritualité, le mystique, le sacré, c'est toujours là. Simplement, il faut savoir regarder le monde. C'est pour ça qu'il a filmé les villes et les éléments de la modernité comme personne. Et qu'il est cousin de cinéastes qui, dans les années 60, sont confrontés aux mêmes terreurs que lui. Mais c'est que Mann, lui, le fait 25 ans plus tard. C'est un Jacques Tati en France, pour ceux qui ont un peu Playtime, Trafic, et Antonioni, évidemment, aux États-Unis. Quoique si, mais en tout cas, ceux auxquels je pense, en l'occurrence L'Éclipse ou même jusqu'à Zabriskie, Antonioni est un film qui est un cinéaste qui est très cousin de Michael Mann. Et c'est Tati et Antonioni, comme Michael Mann, c'est des gens qui ont eu par rapport au progrès, à la modernisation du monde, de l'architecture, des villes, de l'environnement urbanistique, on pourrait dire du consommateur du XXe siècle, on pourrait dire un double rapport. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, capter. Un double rapport de terreur et de fascination. Chez Mann, c'est les deux à la fois. C'est que c'est pas que de la terreur, sinon il aurait fait des films d'horreur, et c'est pas que de la fascination, sinon il aurait fait Luc Besson. Donc on voit bien qu'il est pris dans... Il prend ce double mouvement en même temps, et c'est ce qui en fait un cinéaste génial, ce qui fait qu'il est capable, par exemple, d'un building, je sais pas moi, à Hong Kong, dans Black Hat, ou des coyotes dans Collateral, de retrouver du sacré, de la sauvagerie, d'une certaine façon, du mystique à l'intérieur de l'hypermoderne. Et lui, parce qu'il le traque, ça l'intéresse. D'où le fait que quand Mann va se mettre à filmer Los Angeles comme personne n'a filmé avant lui, à partir de Collateral, grâce à la révolution numérique, moi, je ne sais pas, pour ceux qui ont peut-être vu Collateral à l'époque, lors de sa sortie en salle en 2004, c'est une expérience esthétique inouïe. Ouais, c'est une Viper. Et quand il tourne Miami Vice en 2006, je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont vu Miami Vice à sa sortie en 2006 en salle? Mais c'est même pas que ça surprend, c'est qu'on a l'impression que, d'une certaine manière, on redécouvre ce qu'on connaissait, mais de façon totalement nouvelle. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu des ciels, des palmiers, des orages. On n'avait jamais vu la nature vibrer sur un truc ultra moderne qui est Miami, comme dans Miami Vice. C'est que c'est quelqu'un qui arrive à réinventer par la technologie, dont on sent qu'il l'attendait depuis longtemps, parce que dans Hit, il y a déjà des plans comme ça. Mais à l'époque, en pellicule 35 mm, c'est noir. Voilà, c'est noir. Alors que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des caméras qui, d'un seul coup, pour ceux qui sont allés à Los Angeles, moi, je n'avais jamais vu sur un écran de cinéma la ville que je connais avant Collateral.
J'avais vu un Los Angeles de cinéma formidable, etc. Mais les couleurs au sodium, les couleurs abricot du ciel, etc. Quand on va à Los Angeles, il y a une lumière qui est incroyable et qu'aucun film n'avait jamais retranscrit. Et l'arrivée du numérique au monde collatéral a fait que on avait l'impression qu'on savait, mais on n'avait jamais rien vu. Et il a complètement réinventé l'image de Los Angeles à partir de Collatéral. Je ne parle même pas de ces plans devenus des blasons. Vous vous souvenez, maintenant on prend des drones et on n'en peut plus de ces plans-là. Mais le premier qu'il invente, le premier qui lui donne corps, c'est Michael Mann. Et je pense que la matrice souterraine de tous ces films-là, de ce rapport à la modernité, à l'inquiétude ou autre, c'est un film très connu qui est La mort aux trousses d'Hitchcock, voilà, qui est cité très directement dans Collatéral. Il y a des plans qui sont des plans très directs de La mort aux trousses, jusqu'à la mer de Jamie Foxx dans le film, qui est une sorte de relecture de la mer de Cary Grant dans le film d'Hitchcock. La mort aux trousses, de toute façon, est un film matrice c'est un film matrice de tout. Donc je ne sais pas comment ça parle de La mort aux trousses, sinon on n'est pas rendu. Oui. Friedkin, attends, mais j'ai un peu dramatisé le truc. Il n'est pas allé voir Friedkin en disant je te pique Tangerine Dream. Il se trouve que Tangerine Dream, à l'époque, a bossé avec Friedkin sur Sorcerer et qui récupère ce groupe. Voilà. Mais c'est intéressant de comparer, justement pour le coup, la vision, on pourrait dire, économique de Friedkin avec celle de Mann. Parce que tous les deux, a priori, traitent par moments de sujets similaires, et notamment dans To Live and Die in LA. Mais vous voyez bien que, d'ailleurs, je dis ça, parce que je n'ai pas posé la question à Mann et je lui poserai quand même un jour. Vous vous souvenez dans Collatéral de cette séquence sur cette espèce de pont avec des lampadaires extrêmement fins? Ça vous dit quelque chose, avec des essais d'usines pétrochimiques dans le fond? Parce que Mann a passé un temps fou à trouver le bon arrière-plan, etc. On dirait presque les lampadaires de l'éclipse d'Antonioni. Non, ça vous dit rien, cette séquence-là? Et peu importe. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit que là, quand Mann va tourner, parce que cet endroit à Los Angeles s'appelle Long Beach. Long Beach, c'est l'endroit des cathédrales pétrochimiques à Los Angeles. Aucun touriste n'y va jamais, mais c'est un endroit à la fois effrayant et totalement fascinant. Si un jour vous allez à LA, vous y retournez, allez à Long Beach. C'est long pour y aller. Vous y allez plutôt entre minuit et 2 heures du matin, et c'est incroyable ce que vous voyez là. Et le premier qui a vraiment filmé ça a été Friedkin dans To Live and Die in LA. Mais à l'époque, il le filme de jour parce qu'il ne peut pas filmer de nuit ces cathédrales pétrochimiques, pleines de lumière, etc., parce que la péloche n'est pas suffisamment sensible. Et je pense, moi, que quand Mann va tourner exactement ces plans-là dans Collatéral, c'est une sorte de pied de nez à Friedkin. Moi, je vais aller tourner à Long Beach et tu vas voir ce que moi j'en fais. Et alors ça, c'est des trucs qui se lancent entre eux parce que c'est des cinéastes qui... Surtout qu'il faut rappeler que Mann, en fait, a découvert en réalité Los Angeles assez tardivement, puisqu'il fait des films hors de Los Angeles. Manhunter n'est pas tourné du tout à Los Angeles, La Forteresse Noire évidemment pas, Dernier des Mohicans non plus. Donc il découvre vraiment Los Angeles, Michael Mann, lorsqu'il va tourner LA Takedown, qui est donc le téléfilm en 89, qui est une sorte de mécanique au sens théâtral du terme de Hit. Vous savez qu'il a tourné 2 fois Hit, en 89 et en 95, et qu'il a d'abord fait tourner son petit modèle à la télé, et les Takedown, qui est sorti en DVD, vous pouvez trouver, avant de le tourner 6 ans plus tard pour le grand écran, quoi. C'est une question que j'avais envie de vous poser. Comment Michael Mann aujourd'hui se retrouve dans le système? Mais le problème de Michael Mann, c'est qu'il a bientôt 78 ans, qu'il est dans un système, qu'il est à Hollywood, qu'il a besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire ses films, parce que c'est aussi l'éternel fantasme européen qui est qu'on va donner 40 millions de dollars à Michael Mann, il va faire son film. C'est pas vrai. Michael Mann, il a une façon de procéder, son équipe, sa façon de travailler, son perfectionnisme, son exigence fait qu'à moins de 150 millions de dollars, il ne fait pas de film. Moi, je me souviens d'avoir eu combien de fois ces débats, ces discussions avec Cimino lui-même, dont on disait toujours, mais pourquoi il ne prend pas 30 millions de dollars chez les Italiens et les Français pour faire un film? Il était incapable de faire un film pas cher, Michael Cimino. C'est comme si vous disiez à David Lean, fais-moi Laurence d'Arabie, mais tu tourneras dans le Vercors. C'est pas possible. Donc tout le problème de ces gens-là, c'est que non seulement ils sont à l'intérieur d'un système hollywoodien qui a complètement changé, regardez l'évolution de l'état d'Hollywood en l'espace de 20 ans. Je veux dire, regardez ce que sort la machine industrielle aujourd'hui hollywoodienne. Enfin, je ne sais pas, c'est quand même, sans être négatif, c'est totalement consternant.
Je veux dire, qualitativement, c'est une catastrophe. Je ne parle même pas des Marvel, etc. Michael Mann, c'est un cinéaste adulte qui vient quand même des années 70, qui a un certain respect pour le spectateur, qui le prend pour un adulte. Or, aujourd'hui, les films hollywoodiens postulent un spectateur qui a 7-8 ans d'âge mental. Amnésique. D'ailleurs, l'échec relatif de Once Upon a Time in Hollywood en dit long. Moi qui ai rencontré Tarantino un mois ou deux après la sortie du film aux États-Unis, il était assez marqué, Tarantino. C'est-à-dire que le film a été plutôt plébiscité en France, en Europe, mais aux États-Unis, pas tant que ça. Et je pense que ça lui a donné un gros coup. D'ailleurs, c'était au moment de la Oscar season, il n'a pas eu le moindre Oscar, parce qu'il a conscience qu'il a fait peut-être, en tout cas à l'heure à laquelle on parle, un des derniers grands films adultes américains possibles dans le système hollywoodien tel qu'il est aujourd'hui. Parce que Once Upon a Time in Hollywood, si vous ne connaissez pas un peu l'histoire du cinéma et si vous ne savez pas 2-3 trucs sur l'histoire de l'Amérique, vous êtes largué. Hein. Or, le cinéma hollywoodien aujourd'hui, c'est plus ça. Il faut rien savoir sur rien. Et je trouve ça, c'est un acte très fort de la part de Tarantino. Et je pense que l'échec relatif du film l'a aussi considérablement refroidi. C'est pour ça quand il dit après, c'est mon 9e et dernier film, parce que qu'est-ce qu'il peut faire Tarantino aujourd'hui ? C'est compliqué pour lui, pour des gens qui ont une certaine exigence du spectateur, du savoir, de la cinéphilie, même parfois un peu folle. Aujourd'hui, Hollywood, c'est plus ça du tout. Donc, Michael Mann, lui, il continue d'avoir des projets. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui n'est pas du tout dans l'abattement. Moi, quand je suis allé le voir il y a 1 an et demi, je suis parti aux États-Unis depuis 1 an et demi à cause du Covid, et il était déjà en train de travailler. Il avait préparé une espèce de mini-série sur l'offensive du Tet qui s'appelle Huée pour HBO. Il était en route pour Ferrari. Il a toujours 25 films en pré-production. Il n'attend qu'une seule chose, Mann, c'est de tourner. Le problème, c'est que son dernier film, Black Hat, a été une catastrophe industrielle. Il a coûté 200 millions de dollars, on a rapporté 20 ou 30 aux États-Unis. Donc ça, on n'est pas c'est la loi violente et par moments magique du cinéma américain, c'est que vous ne pouvez pas continuer à faire des films si les gens vont voir vos films. C'est pas comme en France, c'est pas possible. Donc lui, il est dans le moment purgatoire, c'est-à-dire que le Black Hat a été un tel échec et plus dont la sortie a été massacrée par Universal que il faut qu'il attende. Parce que jusque-là, Mann arrivait à faire des films, si je mets de côté Le Dernier des Mohicans et Collatéral qui ont été de grands succès, il arrivait, disons, le boulet passait pas loin, mais il le dépassait quand même. Miami Vice, ça marche, ça se rembourse. C'est pas le succès totalement attendu, mais ça lui permet d'avoir comme une position de force à Hollywood. Et puis Mann est un cinéaste qui est très respecté à Hollywood, et comme réalisateur, et comme directeur d'acteur, et comme producteur. C'est quelqu'un qui a un statut, disons, qui a une image de marque auprès du milieu, qui est peut-être un des cinéastes les plus importants. Tout le monde vénère Michael Mann à Hollywood. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut que ça se convertisse financièrement, et il n'est pas aujourd'hui en position de force. Et puis, vu l'âge qu'il a, moi, je me dis très souvent, s'il fait encore un film pour le cinéma, ça sera déjà formidable. Et je pense que Mann est un cinéaste, alors ce qui est presque aujourd'hui une forme de paradoxe, presque d'un autre temps, d'un temps où le cinéma, c'était là, quoi. Et aujourd'hui, ça l'est plus. Et donc, peut-être que j'espère pour lui, ça pourra peut-être revenir à une occasion ou deux. Mais je pense que voilà, il est redevenu presque anachronique d'une certaine manière dans le système hollywoodien aujourd'hui, sachant que c'est quelqu'un qui ne pourra pas travailler. C'est une évidence hors d'Hollywood, tout simplement. On a amplement dépassé. Oh, vas-y. Désolé, mais nous avons quand même amplement dépassé. Et d'autre part, nous avons outrepassé également le débat de ce soir. Donc, je propose que de toute façon, le bar reste un petit peu ouvert. Donc, si vous avez des questions à poser. Merci beaucoup d'être venu. Merci énormément, Jean-Baptiste, de ce soir. D'avoir patienté. Merci beaucoup. Et merci à toute la bande, effectivement, de transmission. Il y en a un qui est là, Olivier, Lucien, voilà, pour l'accueil et le vôtre. Merci encore.